On se retrouve? Ouais, ça y est. Coucou! Coucou, comment vous allez? Deuxième démarrage pour cet épisode, Ouais, puisqu'on l'a commencé à le tourner, mais les caméras sont éteintes il n'y avait plus car de on n'avait plus de batterie. batterie et comme dit Raya, on était dans la merde. Nouvel épisode, Hmm, on va parler de la haute haute couture. couture. On va raconter un petit peu l'histoire, on va vous donner des petites anecdotes, des petits trucs qu'on a trouvés sur le net et dans les Mhm. livres. Histoire que plus personne ne se trompe entre le prêt-à-peu et Et la la haute haute couture, couture. le luxe et la haute couture, et toutes les autres Voilà. appellations que vous pouvez avoir. La haute couture, ça n'a rien à voir. Mais avant de commencer, on aimerait revenir sur la Oui. Couture Week qu'il y a eu il y a 2 jours au moment où on tourne cette vidéo, mais on ne Mhm. sait pas quand vous allez la voir, puisqu'on ne sait pas quand elle sera postée. Donc voilà, mais on aimerait quand même revenir dessus pour vous donner notre ressenti. C'était une catastrophe, vraiment à vomir. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut se bouger le cul. À un moment donné, la haute couture, en plus, c'est là où justement tu peux faire de l'art. À haute couture, on a beaucoup plus de liberté artistique Hmm, et la mode pourrait servir beaucoup plus, là où dans le prêt-à-porter on est plus bloqué, parce qu'il y a vraiment la notion de faire vendre le ouais, truc. La haute couture, on n'a pas l'objectif premier d'être vendu, hmm, même si contrairement à ce qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux, on peut acheter les robes de haute couture, même si c'est rare hmm. que les gens achètent, mais Mais on on peut peut acheter les le. acheter. Croyez-nous, on connaît des gens qui en ont acheté. Mais voilà. Euh, mais voilà, on aimerait revenir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de défi. En fait, le truc, c'est Hmm, que on a fait de la beauté pour de la beauté, de hmm, l'art pour l'art. C'est très parnassien comme Couture Week. Encore une fois, une mode qui crie au silence, mais qui crie tellement fort qu'on n'entend que ça et qui fait pas grand-chose. J'en ai fait un non. TikTok. Mais voilà, on s'ennuie un peu. C'est pas moche. Non, Voilà. alors attention, hein, rien n'est réellement Voilà, moche, voilà, tout est il y joli, a des choses enfin qui sont voilà. très belles, il y a des choses qu'on Bon, apprécie voilà, mais moins par rapport à notre subjectivité, mais tout est joli, mais euh, en toute objectivité, en revanche, c'est chiant quoi. c'est C'est chiant de chiant, c'est juste des fou. trucs beaux, et puis voilà. Là où on va en parler, mais la haute couture a, à des moments de l'histoire, permis plus que Hmm, juste être belle. Et donc c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que ouais. on a des intérêts. On a des intérêts croissants pour ce qui se passe enfin, de la mode pour ce qui se passe en dehors de la mode. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets dont la mode pourrait traiter, même au sein d'elle-même. Hmm. Mais voilà. Et puis, où sont les petites mains, les artisans, les gens Mm. avec qui ils ont travaillé et tout ça, personne les a cités, personne n'en a C'est parlé. vrai qu'on les voit pas trop. Euh, Chez Margiela, il y avait aussi tous les gens qui travaillent chez Margiela qui avaient été invités. Il n'y a pas grand-chose. Oui, parce qu'il faut savoir que la haute couture, quand même, juste avant qu'on pose quand même les bases, il y a énormément d'artisans qui Mm. travaillent et pas forcément que au sein de la marque. Parfois, on demande aussi à certaines Ouais. petites, Extérieur. petites extérieures, des petites boutiques, Mm. des petits machins, etc., qui sont artisans en Mm. De France. toute Et façon, on va tout vous ouais. expliquer. Mais voilà, en tout cas, on voulait revenir là-dessus. Hmm, Puis ça permet d'introduire le propos aussi. c'était une catastrophe. Mais voilà, Et on n'a pas voilà. été emballé, il n'y a pas eu de Non, défilé exceptionnel. non. Ceux qui d'habitude nous servent quelque chose de, voilà, était pas, Ouais. je pense notamment à Skiapa qui était pas Ouais, foufou. fou, Mais enfin, alors on reconnaît le travail, hein, bien évidemment, il y a eu un oui. travail, c'est certain. Mais Non, voilà, c'était. c'est pas C'était. super intéressant du point de Voilà. vue de ce que ça pourrait être. Non, mais je propose qu'on commence. Ouais, on va On va commencer vous l'épisode. expliquer tout On ça. va parler de Ouais. l'histoire, de l'actu. Enfin bref, vous connaissez nos épisodes. On commence? Ouais, alors déjà, la haute couture, c'est Paris, hein. Voilà. Voilà. On commence pas à partir je sais pas où, c'est Paris. C'est spécifique Hmm, à la capitale française. C'est 2 fois par an. mhm, Fashion Week automne-hiver, Fashion Week printemps-été. mhm, C'est essentiellement féminin, hmm, euh, puisque on a toute cette tradition qui est assez récente à l'échelle de l'histoire de la mode, de l'idée que la mode est quelque chose d'exclusivement féminin et mhm. réservé à la femme. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus des mannequins féminins. Mais Ça on doit le arrive. reconnaître, de temps en temps, Voilà. il y a des hommes, je pense Mhm. notamment chez Balenciaga. Balenciaga, Margiela. Mhm. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est assez rare, ça reste ponctuel. Ouais. Mais voilà, Ça peut on arriver. souligne, faut quand même dire. Le Terme terme haute haute couture couture. signifie littéralement grande Hmm. couture, français,
Et De toute façon, c'est il ne français. s'agit pas d'un synonyme du luxe. Voilà. Oui, non, pas du tout, hein. Rien à Ça n'a voir. rien à voir, c'est une autre appellation, c'est encore autre chose. L'appellation haute couture est un label officiel et reconnu juridiquement depuis 1945. Donc c'est comme AOP. On ne peut pas appeler haute couture n'importe quoi. Mhm. Quelque chose a beau être extrêmement artistiquement intéressant, travaillé, voilà. S'il n'a pas le label haute couture, s'il ne correspond pas au code dont on va parler Mhm. après, dans lesquels doivent être faits les pièces de haute couture, ce n'est pas De la haute de la haute couture. couture. Alors on sait que ça porte à confusion. Globalement, pour savoir ce qui fait partie de la haute couture ou pas, vous regardez ce qui a défilé à la Fashion Week haute couture et vous saurez, Mhm. puisque les seules marques qui sont labellisées haute couture, ce sont celles qui défilent en haute Mhm. couture. Et c'est renouvelé tous les ans. Parce que Voilà. tous les ans, tu n'as pas la cred. Voilà, c'est une accréditation qui est annuelle et on doit prouver chaque année qu'on respecte effectivement Mhm. les critères de la haute couture. Donc c'est extrêmement compliqué d'y être. Il faut beaucoup travailler, ça demande énormément de travail aux marques. Mhm. C'est quelque chose qu'on doit reconnaître aussi. Il y a des marques d'ailleurs qui ne sont consacrées que à À la la haute haute couture. couture. Donc voilà, assez important, un label très important dans la mode, qui a une histoire ancienne plus ou moins, Ouais, puisqu'elle plus n'est ou pas si vieille moins. que ça, elle Ouais, a une non. centaine d'années. Hein. Mais voilà, Et tout ce qui est appellation couture, genre Moschino couture, Versace couture, tout ça, c'est pas de la haute couture, hein, c'est juste une voilà, appellation, une petite capsule, enfin voilà, mais exactement. ça n'a rien à voir. C'est Voilà, complètement ça n'a différent. rien à voir. C'est des sous-départements. Oui, Le titre est évidemment délivré par la chambre chambre syndicale syndicale de de la la haute haute couture, couture. qui est à Paris, vous devez Mhm. vous en douter. Donc voilà, il y a vraiment tout un protocole. C'est pas n'importe quoi, ça passe en commission. C'est pas genre quelqu'un random qui dit Oui, non. Ah, oh bah bah ça, tiens, j'aime bien, ah. sympa ce petit créateur, la haute couture. Non, voilà. D'ailleurs, la chambre syndicale, c'est 1868. Et c'est placé sous l'égide du ministère de l'Industrie, ce qui est assez drôle parce qu'on pourrait penser que ça relève du ministère de la Mhm. Culture, puisqu'on voit souvent Rachida Dati aller au défilé. Elle aurait plutôt s'occuper de la culture plutôt que devenir Et anciennement Jack parrain. Lang, Voilà. mais qui devrait être en prison, mais enough. Fair enough. Mais voilà, intéressant que ce soit sous l'industrie parce que ça montre à quel point c'est vraiment un truc d'artisanat. Ouais. Alors, les critères pour obtenir le label. Alors, faut savoir qu'il y en a beaucoup et qu'on Voilà. va vous en citer juste les principaux. Quelques-uns. Voilà. On va quand même en donner parce que c'est important. Hmm. Mais bien évidemment, c'est une liste qui Phénoménal. fait. C'est Waouh. un livre. Voilà. Forcément, je pense que vous l'avez compris, mais il faut que ce soit basé à Paris et Voilà. exclusivement à Paris. Il faut avoir les ateliers, enfin au moins un atelier à Au moins Paris. un atelier de 20 personnes Voilà, minimum 20 employés à temps plein. à temps plein. Voilà. Donc ça peut être des artisans Oui, spécialisés, des brodeurs, des plumiers, des modélistes, enfin voilà. Mais en tout cas, il faut avoir minimum 20 employés mhm. à temps plein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les maisons de haute couture, hein, parce que Voilà. souvent ils sont regroupés dans une maison, enfin dans Mm. une maison, vous avez compris, hein, une entreprise ou quoi, mais ça fait une maison en fait où tout Oui. le monde travaille dans la C'est même. aussi pour humaniser un petit peu le Oui, côté voilà, quand industriel. même. On est une entreprise tellement familiale. Obligation aussi de présenter 2 collections par an, Mhm, donc en janvier et en juillet, chacune comprenant au minimum, guys, retenez bien le mot minimum, mhm, 25 modèles, que ce soit des tenues pour le jour mhm. Ou ou la nuit. le soir, par exemple pour des soirées, des événements, notamment un grand événement sur lequel on reviendra. 25 modèles, oui, mais Voilà. 50 pièces minimum. Il faut créer des pièces sur mesure, Mhm. puisque c'est aussi un des trucs de la haute couture, c'est le sur-mesure, puisque ça fait partie de son origine sur laquelle on reviendra, mais effectivement, le sur-mesure est très important dans la haute De couture. toute façon, tu ne peux pas faire de la haute couture si tu ne fais pas du sur-mesure, puisque les Exactement. robes sont uniques, du coup. Exactement. Et une personnalisation aussi des modèles. Ouais. Bien évidemment, ça paraît assez logique, mais il faut le rappeler, une réalisation des pièces dont la majorité du travail doit être fait à À la la main, main. sinon ça ne peut pas être considéré comme de la haute couture. Voilà. Donc très peu de machines, beaucoup de mains. On Mhm.
comme dirait Anime, W dans le chat pour les petites mains des ateliers, parce que c'est un travail Ouais. extrêmement difficile, extrêmement minutieux. C'est Mm. un travail qui se perd aussi de plus en plus, puisque c'est un travail qui n'est pas assez reconnu. Mais voilà, c'est un travail titanesque que ces petites mains accomplissent. On applaudit derrière la Voilà. caméra. Voilà, on applaudit. Après, il y a énormément d'autres règles qui sont que nous, on va pas présenter parce qu'en fait, c'est des trucs internes, quoi. Ouais, voilà, enfin, c'est des sous-paragraphes, des machins. Mais en gros, Ouais, c'est c'est les ça. grands traits que les Exactement. maisons de haute couture doivent respecter. On le disait, c'est un label qui est accordé pendant 1 an, donc ça montre le niveau d'exigence attendu par la chambre syndicale. Et Euh, pour le coup, tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que Oui. Dior peut ne pas l'avoir. Exactement. Vous voyez? Voilà, il y a ce truc où obtenir un label haute couture, ne croyez pas que c'est rien. Oui. Je pense notamment à Kevin Germanier Germanier, qui ouais. a eu le label haute couture. Et c'est quelque chose, parce que c'est pas un créateur qui est là depuis longtemps, il est extrêmement récent dans Dans la sphère. mode, voilà, je trouvais plus mes mots. Et voilà, c'est quelque chose pour un créateur que d'obtenir ce label. C'est un peu une gratification, Ouais, de fou. parce que ça représente quelque chose Après, il y a dans aussi de la mode. une volonté de vouloir être en haute couture, hein, parce que Voilà. il faut le vouloir. Ça coûte très cher Ouais, aussi. c'est Faut pas... très compliqué à c'est très produire, compliqué. enfin, c'est beaucoup de temps, Mm. c'est beaucoup d'équipes. Mm. Mais voilà, en tout cas, on reconnaît quand même que c'est énormément Mm. que d'avoir le label haute couture, sans pour autant shame les gens qui l'ont pas, Oui, non. parce que tu as de l'argent que tu vas pouvoir être en haute couture, Non. guys. Ne croyez pas. Non. Il y a vraiment des commissions. Voilà, c'est pas des petits trucs. Pour distinguer la haute couture du reste, Forcément. on va revenir sur les critères. Mm. Forcément, un Le savoir-faire. sur-mesure. Ah, Le sur-mesure, oui. Mais j'allais dire vas-y. un savoir-faire artisanal. Oui. Avec les vêtements qui sont conçus à la main. On le redit, mais parce que faut se rendre compte à quel point ça demande du boulot. Mm. Ça peut être des centaines à des milliers d'heures de travail, Mm. ce qui est énorme en fait. Mm. Ce qui est énorme. C'est pour ça qu'il n'y a que 2, et thanks God qu'il n'y en ait que 2. Merci Ouais. pour la santé mentale et physique des gens. C'est déjà trop Déjà deux. qu'il y a trop de Fashion Week. Voilà. Déjà 2, je sais pas comment ils font, honnêtement, Non, très je sais honnêtement, pas. voilà. Sinon, tu fais comme Demna, tu recycles. Voilà. Ensuite, on en parlait des matériaux qui sont assez exceptionnels, de qualité, des tissus rares. On a beaucoup de broderies, t'en parlais, les perles, la dentelle, Ouais, la très dentelle. important dans la couture, on la retrouve extrêmement souvent. Ouais. Euh, Puis pas n'importe quelle dentelle. Hein. C'est Ouais. des dentelles de Calais, des dentelles de Nantes, des dentelles de. ouais, c'est des commandes qui sont, enfin c'est sur commande. Oui. C'est des commandes qui sont personnalisées pour les marques auprès d'autres artisans. Donc on le disait, on a des prestations qui sont réalisées pour ces moments-là. Il n'y a pas Ouais. que les petites mains des ateliers. Mais attention, ces prestations ne sont pas comptabilisées dans les 20 employés Oui. obligatoires. Ah oui, non, ça c'est des trucs Voilà. en plus. C'est en plus. Si forcément l'exclusivité Ouais. des pièces, tout ce qui va être sur mesure Ouais. et compagnie. Donc chaque modèle est unique Mhm. puisque sur mesure. Pas forcément possible de refaire. Voilà. Pas toujours, en tout cas. Je pense en tout cas à Iris Van Herpen. Et c'est aussi tout le jeu de la haute couture, c'est de pouvoir repousser les limites de ce que le prêt-à-porter ne peut pas faire. Mais voilà, tout n'est pas forcément portable, tout n'est pas forcément reproduisable, tout n'est pas forcément personnalisable. Mais en tout cas, il y a l'idée que chaque modèle peut être plus ou moins personnalisé, peut-être plus ou moins ajusté. Enfin voilà. En fait, vous avez vraiment un objet d'art sur le corps. C'est littéralement comme si vous mettiez la Mona Lisa telle qu'elle sur votre tête. Ouais. Alors que je pense que vous vous en doutez, hein, mais c'est des prix qui sont du coup exorbitants. Bien évidemment. Puisque déjà les matières sont déjà exorbitantes en elles-mêmes. C'est vraiment cher. On est entre 5 à 6 chiffres. Hein, Oui. La paire de chaussures chez Balenciaga, elle a 50 000. Donc je veux dire. Voilà. Je parle de Balenciaga parce qu'il n'y a que... Mais je crois que ça fait partie des seuls qui mettent les prix. Ah ouais? Eux, on peut retrouver sur leur site internet les prix. Si vous trouvez une boutique avec qui vous vous plaisez, avec les équipes, les vendeurs, etc. Les managers notamment. Exactement. Ils peuvent vous indiquer où est-ce qu'ils vendent la haute couture parce que parfois ils ne le disent pas. Ou s'ils en ont. Et vous pouvez demander les prix. Souvent ils vont vous le dire ou ils vont vous en parler. Etc. N'hésitez pas à vous intéresser aux gens, à prendre le temps de parler avec les gens et de vous y intéresser. Exactement. Bien évidemment, ceci n'est pas un message visé à certaines personnes. Hein, non. C'est très général. Voilà. Et on a parlé avec des vendeurs, des managers et tout ça. Et ils sont très très sympathiques, très gentils. Pas dans toutes les boutiques. Non. On ne citera pas Chanel. Plus que d'autres. Voilà.
moi, je pense à Prada ou Bottega Veneta où j'ai été extrêmement mal reçue. Je voulais raconter une petite Ouais, anecdote. vas-y. La robe de mariée Chanel portée par Claudia Schiffer Hmm. en 1993 a nécessité pas moins de 700 heures de travail. Je rigole parce que je sais pas si on se rend compte, la robe est pas si complexe que ça. Non. Et c'est fou parce que c'est une robe qui est Si. esthétiquement assez Oui, simple, oui, oui, quoi. oui. Mais 700 heures de travail, Ouais. quoi. Je sais pas si on se rend compte. Mm, mm, mm. C'est titanesque. Mm. Dans les artisans spécialisés, par Ouais, ailleurs, dans ouais. les grands connus, on a Le Sage et Le Marié. Mm. Voilà. Et bien évidemment, vous devez vous en douter, on l'a pas dit, mais quand une cliente commande, que ce soit pour un événement ou pour acheter, parfois ça peut prendre 6, 7, 8 mois Très long. pour qu'elle la reçoive. Mm. Donc c'est pour ça que c'est préparé en avance. Si vous êtes en capacité d'acheter de la haute couture derrière ces caméras, je me permets de douter, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, No peut-être qu'on shade. a attiré des gens qui ont suffisamment d'argent pour la haute couture, et très bien. Mais voilà, prenez-y-vous tôt. Mm, Voilà. mm, Si jamais il y a des gens qui sont invités au Met Gala derrière cette caméra, prenez-y-vous tôt. Faites appel à des bons stylistes aussi. Et Un petit- d'ailleurs, aussi, petit fun fact, parfois vous allez voir une robe haute couture sur le défilé, et vous allez la voir sur je sais pas, une personnalité, machin et tout, vous allez dire, ah, c'est bizarre, la fleur, c'est pas la même, ou alors c'est une autre fleur, ou alors il y a une manche qui est plus courte, machin et Ouais, ça. C'est normal, hein. c'est C'est personnalisé. personnalisé, On et dit. elles ont le droit, du coup, Mm. enfin, souvent, du coup, des femmes, Bah, c'est le privilège de la haute voilà, couture. exactement, ont le droit de modifier. Il y a plein de possibilités pour la haute couture. Mhm. On n'est pas aussi Fermé cloisonné que que dans le le prétap. pape. Très ancien, Mm. la haute couture. On en a déjà parlé de notre bon vieil ami. On fera une vidéo sur lui, promis. Mais bien évidemment, la haute couture débarque avec Charles-Frédéric Worth. Il y a plusieurs vidéos sur nos comptes aussi sur Voilà, Charles exactement. Sur TikTok, tout on a fait. Enfin, premier créateur qui pose sa griffe et donc premier couturier, et on considère que c'est à Le partir de ce moment-là pionnier. que commence la haute couture, même si le label n'existe pas encore, Mm. mais en tout cas on considère que ce qui a été fait avant une certaine période, c'est de la haute couture, puisqu'on n'avait pas justement toute l'industrie comme on l'a aujourd'hui, Mhm. et donc tout était déjà fait à la main. En fait, les critères étaient respectés sans Oui, les avoir. Parce exactement. qu'on n'avait pas la technique pour faire autrement. Bon, Worth, Worth. il est à Paris depuis le milieu du 19e Voilà. siècle. C'est un Anglais, un Londonien, si je dis pas de conneries, Oui, mais c'est je suis ça. pas sûr. Il s'installe à Paris pour pouvoir faire de la mode. Mais voilà, avec Worth, on impose une nouvelle vision de la couture. Ça devient le couturier qui propose et plus la cliente qui exige, Ouais. même si elle exige encore Oui. pas mal de trucs. Bah, Worth a déjà des clientes extrêmement ouais. particulières, très exigeantes, puisque une de ses grandes clientes n'est autre que l'impératrice Eugénie elle-même. Donc je peux vous dire qu'il habillait pas n'importe qui, le Worth. Il Elle habille y allait, beaucoup hein. de princesses, Ouais. de reines, Mm. d'impératrices, de tout le tintouin, tout le gratin de l'époque. Donc voilà, on sait aussi que c'est de la haute couture, c'est par rapport à la clientèle. Et Paris devient, notamment grâce à Worth, Ouais, sous son impulsion, en fait. la capitale Mm. de la mode. C'est avec tout son travail, le fait de mettre le créateur sur le devant de la scène, de mettre sa griffe, que Paris devient la capitale de la mode. Et c'est les origines de la haute couture. Elle naît un petit peu comme on a fait naître la Terre Tatin. Bon, la Par Terre Tatin, accident. c'était voilà, par accident. La haute couture naît un peu par accident. Mais voilà, on a un artiste qui a envie de signer sa Mm. toile et qui signe sa toile, et c'est comme ça que la haute couture prend son essor. On voyait à quel point le hasard Mm, est extrêmement important. Il a acheté les dés Ouais. et les dés sont bien tombés, un double Il n'est pas 6. resté à Londres, il est venu à Paris, voilà. Après, il faut savoir aussi du coup que Paris au 19e siècle, c'était quand même l'espace culturel déjà mondial. Bien évidemment. Bah, la culture de l'Europe, c'était à Paris. Voilà, Donc et notamment avec le siècle des Lumières oui, et voilà, compagnie, on a eu beaucoup d'effervescence intellectuelle et culturelle à ce moment-là, bien sûr. les arts, le théâtre, la littérature, tout ça, c'est Paris, en fait. Voilà, Essentiellement, ouais. essentiellement. Donc, avec ça, on a beaucoup d'élites, Mm. que ce soit intellectuelles, économiques, artistiques, qui sont attirées Par par Paris. cette ère culturelle parisienne et cette ère mode. D'ailleurs, là, comment on appelle ça? L'architecture haussmannienne fait
entièrement partie aussi Ouais. de cette effervescence Culturel, pour Paris. artistique, ouais, bien sûr. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent à Paris pour commander Mm. des pièces à Worth. Et dans le mot commande, vous entendez déjà ce dont on parlait de la haute couture, c'est que ça prend du temps à fabriquer, Mm. c'est sur mesure. Mm. Donc voilà, on a déjà les petits codes euh, de haute couture qui vont être standardisés par la suite par la chambre syndicale, mais qui ne le sont pas et qui sont juste imposés par Worth. Ça a eu une importance politique Mm. déjà pour l'époque la haute couture. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que la chambre syndicale c'est pour ça que elle a été créée en 68. 1868 tout simplement pour protéger l'intérêt des couturiers, Mm. Français. voilà, l'appellation aussi française des robes, euh, et pour éviter bien évidemment les copies étrangères Exactement. de tout ce qui va se passer après Parce Worth que du et coup, on va avoir Worth. les griffes et compagnie qui vont être mises en Exactement. place. La haute couture, avant de juste être quelque chose de beau, Mm. c'est quelque chose d'extrêmement politique. Ouais. Voilà, donc on revient sur ce qu'on disait par rapport à la Couture Week qui vient de se passer, c'est que, rendez-vous bien compte, que c'est du soft power, la haute couture. Et qu'il faudrait peut-être être un peu moins soft chez certains. On parle évidemment beaucoup de Worth parce que Worth c'est Le premier, en soi du coup le créateur, le premier de la haute couture, mais bien évidemment après lui il y a eu plein d'autres gens, effectivement. notamment Paul Poiret, Ouais, exactement. début du Euh, 20e. Voilà. Paul Poiret qui va libérer la femme du corset. Ouais. Wouh Enfin. Qui va introduire des coupes fluides, des inspirations orientales, puisqu'on est beaucoup dans l'orientalisme à Ouais. l'époque de Poiret. On a aussi, bien évidemment, de la même période, Jeanne Jeanne Lanvin. Lanvin. Et très beau d'ailleurs le travail de. Ouais, Si vous enfin connaissez pas, hop, franchement. des images s'affichent tout à l'écran. Et Après on tu a. vois, Madeleine Vionnet, du coup. Bah parfait, j'allais en parler. Elle moins. Ouais, beaucoup moins mainstream, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais elle est surnommée la reine du biais. Mm. Puisque elle révolutionne le vêtement avec des drapés et des silhouettes hyper particulières pour mettre en valeur Le corps. le corps sans le contraindre Mm. pour revenir au corset. Mais donc voilà, on a avec la haute couture, encore une fois, politique, sociale, volonté de libérer les corps. Voilà, la haute couture qui sert pas juste à faire du beau, et c'est pour ça qu'on est un petit peu énervé, en colère par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est que la haute couture sert aussi Mm, mm. socialement et politiquement à faire quelque chose. C'est de la diplomatie, hein. Oui. Littéralement, ça fait partie des relations diplomatiques que la couture, que la mode, et donc c'est important de replacer au cœur Mm, mm. du débat. Oui, parce que d'ailleurs, il y a eu énormément de changements grâce à la haute couture, hein, notamment avec, bon, même si il y a beaucoup de choses à redire sur elle, mais Gabrielle La Chanel, Gabrielle, la Coco. voilà, Gabrielle Chassenel, ouais, qui a radicalement changé la vision de la silhouette féminine de l'époque. Donc globalement, la haute couture naît un petit peu dans tout ça, dans la créativité d'un homme un peu fou dans son coin, qu'est Worth. J'aurais bien aimé Euh, prendre un thé avec lui, ouais. juste pour voir, je sais pas, il m'intrigue un peu. Le tea time, Ouais, un avec le petit thé. chariot. Je suis sûr que c'était grave une bad bitch. L'effervescence d'une capitale, la Ouais, folie d'un homme la folie d'un homme. et la créativité. Mais bon, Mm. la créativité sans la folie, qu'est-ce que Oui, c'est? L'effervescence d'une capitale qui a aussi, on le disait, contribué, hein, ouais, puis parce que réussi à voilà, mettre ses elle cartes, hein. a. Ouais, 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 ouais. Parce que sans Paris, ça aurait peut-être pas pris. Ça aurait peut-être été Milan, ça aurait peut-être Mm. été New York. Et puis bien évidemment, c'est aussi l'audace des nouveaux créateurs qui ont Oui, bah oui, oui, poursuivi oui, oui. justement ce travail Puis de Worth. la Mais voilà, c'est un mélange, c'est une convergence de ouais, plein de choses qui ont fait naître la haute couture. C'est pas que Worth en vrai. Du coup, la haute couture, très importante. très importante. Voilà. Et engagez-vous. Engagez-vous les créateurs, engagez-vous. Bon, les années 20, Les années 20 de la haute les années couture. 20, les années folles. Voilà, c'est vraiment la période. Révolution. Non, Donc il y a- après la Première Guerre mondiale, bien évidemment, encore une fois, lié à un contexte social Mm. politique, hein, on ne cessera de le répéter parce que beaucoup ont besoin de l'entendre. Mode égale contexte social, Et politique, politique. historique. Euh, les sociétés européennes et particulièrement parisiennes, puisque Mm. c'est là où est le poumon battant de la mode, aspirent à
autre chose, parce qu'on est dans une période très sombre, très compliquée pour les sociétés. Et donc on va voir toute cette légèreté, cette fête, Cette cette flamboyance. modernité, enfin voilà. Mm. On va avoir ce truc de l'amusement, Mm, mm. à la fois culturellement, avec notamment ce qui va être la musique, la danse, tout ça, mais aussi à travers le vêtement, où on va simplifier à outrance le vêtement. Et c'est l'époque de ce qu'on a appelé les années folles, Ouais, très connu, hein, c'est ça. c'est un petit peu une époque décadente, Oui, un où peu on essaye de briser certains ouais, codes. aux années 90, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Les années 80. Enfin, Les c'est années les 90 indices sont un remake des années 20. Exactement. Et donc Paris devient le théâtre d'une Mm, effervescence culturelle et artistique. mm, Ça devient notamment l'endroit où se retrouvent tous les grands artistes mm. de l'époque. Notamment. Mode, et du coup la haute couture, va incarner cette nouveauté, Mm, mm, mm. cette modernité. Euh, et, euh, et voilà. On va notamment libérer la femme de tous les anciens codes, parce que même Mm. si on parlait de Paul Poiret et compagnie, c'est cette époque-là, hein. Donc la femme va complètement être libérée de toutes ces contraintes, la crinoline, le Ouais. corset, les machins. Vraiment, on simplifie complètement le vêtement à cette période-là. C'est hyper important. Un peu plus fluide, un peu plus Beaucoup plus machin. fluide, beaucoup Plus plus... ouvert, ouais. plus. On rompt complètement avec les règles du passé, c'est les Mm, cheveux courts, c'est les jupes, mm, enfin voilà, Charleston évidemment. On va avoir des coupes droites euh, qui rendent hommage à la liberté du mouvement. mm. On va avoir des tissus fluides, la crêpe de Chine, la mousseline, le jersey, le lamé. Euh, Voilà, on va citer, tu t'en parlais, Chanel, avec notamment la petite robe noire de Chanel en 1926, Je sais pas. 1926, je crois, qui devient le symbole de l'élégance moderne, simple. Mais oui, oui, qui devient le symbole de la mode, en Ouais. fait, hein. Tout le monde connaît la petite robe noire. Alors Ouais. non, ce n'est pas Guerlain. Et oui. Le fameux parfum, non. Voilà, C'est c'est la la Chanel, Coco, hein. c'est la Chacha, c'est la Collabo. Exact. Oui, elle va vraiment imposer une mode un peu plus fluide, Mm. confortable, portable pour les femmes. Euh, Ça va prendre ses racines enfin, elle va essayer de prendre les racines dans le vestiaire dit masculin pour le ramener sur le vestiaire dit féminin, pour avoir quelque chose de plus confortable, parce que le vestiaire pardon, masculin était beaucoup plus confortable que celui des femmes. Et du coup, elle va s'inspirer de tout ça pour pouvoir vraiment libérer le corps. Mhm. Elle va vraiment inventer ce qu'on va appeler aujourd'hui le chic fonctionnel. Donc, tu vas au bureau avec ton petit ensemble Chanel, t'es quand même, Mm. on va pas mentir quand même, c'est confortable. Donc, Ouais, voilà. c'est pas Par contre, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'elle a réussi quand même à créer quelque chose de durable, puisque aujourd'hui, un tailleur Chanel, tout le monde le reconnaît, tout ouais. le monde enfin, plus ou moins tout le monde peut le porter. Mm. Euh, c'est un Oui, c'est vêtement un style qui, qui est très reconnaissable. c'est ça, et puis c'est un vêtement qui est réel dans le sens où tu peux le porter au bureau, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, On va à la même période que Chanel avoir Jeanne Lanvin avec la robe de style, hmm, inspirée du XVIIIe siècle. Donc avec des rubans, de la broderie. La Seconde Guerre mondiale grand tournant. fout un coup d'arrêt à tout ça, donc Mhm, fin des années 30 hein, pour les dates à ouais. peu près. Avec l'occupation de ces fameux... voilà. La mode parisienne subit des dégâts. Hmm, Euh, les matières premières manquent. ouais. On a des restrictions qui sont extrêmement sévères, puisque on est dans une économie qui est passée dans une économie de guerre, donc Hmm. on n'en a rien à foutre de la couture, mais alors rien Rien à à faire. foutre. Alors, on a parmi ces maisons, certaines maisons comme Lucien Lelong, qui Hmm, négocie avec les autorités allemandes pour que la haute couture reste à Paris, qu'elle ne se déplace pas à Berlin. Donc, vous avez des créateurs qui vont pousser les limites de leur métier, en tout cas pour l'époque, oui. évidemment pour l'époque, parce que pour aujourd'hui, ça serait complètement logique, mais en commençant déjà à faire des sortes d'upcycling Hmm, avec des rideaux notamment,
où ils vont utiliser les tissus qui sont à disposition pour pouvoir fabriquer des vêtements. Mm. Et donc, c'est assez enrichissant pour eux aussi, parce que du coup, ça leur permet de se rendre compte que on n'a pas forcément tout le temps à disposition et qu'il faut pouvoir travailler avec plus que tout à disposition et à Ouais. foison. Et je trouve ça fou que Jacquemus n'ait pas pris ça en compte dans son storytelling. Il aurait pu dire quand même qu'en Ouais, fait, il que était en fait, héritier ouais, tu vois. d'un truc. Parce que comme il faisait des rideaux dans les trucs Mm. enfin, il découpait les rideaux de sa grand-mère. Voilà. Eh bien, on a Bah, compris où était l'inspiration voilà. de Jacques Mus. Mais bon, malgré l'occupation, la guerre et tout, Paris conserve quand même, on va pas se mentir, Oui. une aura mode. Voilà. Même si beaucoup de choses se sont déplacées à New York. Oui, parce que du coup, Euh, New York a essayé de prendre position. Bon, voilà. on en a déjà parlé, mais New Voilà, York ils a ont pris. été opportunistes hein, à New Exactement. York. Hein. Bah, attends, 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 les États-Uniens, attends. hein, Eh, ils sont pas cons. Hein. attends, faut pas oublier que c'est des colons européens non plus. Hein. Voilà. Eh, Tiens. attends. Donc voilà. Mais en tout cas, Paris garde quand même une certaine importance dans la mode. Ouais. Les années 20 étaient le premier âge d'or de la haute couture avec les créateurs Poiret, Jeanne. Lanvin, Lacoco et compagnie. Les années 50 sont le Hmm. second souffle et le second âge d'or de la haute couture. Véritablement, il va se passer énormément de choses à cette période-là. C'est le revival de la haute couture à ce moment-là. Après la guerre, comme ça s'était passé pour la Première Guerre mondiale, on a cette envie de quitter l'austérité, on a cette envie de faire autre chose, de rompre avec cette histoire qui a été horrible et atroce, euh, et de proposer Hmm. une autre chose de plus joyeux, Un de nouveau plus monde, en voilà. fait. Et donc on a la haute couture qui connaît un véritable renouveau. Paris retrouve sa place de capitale mondiale du luxe et de la mode à ce moment-là, Avec le New Look. avec notamment le New Look. C'est l'époque du glamour, des Hmm. grandes fêtes. Et voilà, tu le disais en 47, Hmm. donc Dior et le fameux New Look dont on vous a parlé dans la vidéo sur la maison Dior. Je sais pas si je peux vous le Euh, remettre, mais mais voilà, on rompt complètement avec l'austérité et ça montre encore une fois mode, Hmm, hmm. politique, social, moment historique. Enfin, voilà, il y a tout un lien à chaque fois. Et la haute couture, du coup, euh, connaît des hauts et des bas en fonction de ce qui va se passer Hmm. aussi dans la société. On le voit bien pendant les deux périodes de guerre, on a une haute couture qui n'existe pas vraiment, voire plus du tout. Et à chaque fin de ces périodes-là, on a une montée, un pop-up de la haute couture avec une effervescence parce qu'on veut Hmm, retrouver une hmm. société, Bah, on de toute veut façon, relancer. c'est dans le courant de l'histoire, à chaque Ouais, montée de répression, on a ouais. Derrière la derrière mode la. qui revient, quoi. Exactement. Et c'est aussi pour à nouveau faire le jeu du soft power avec le rayonnement Hmm. de Paris et aussi dans une certaine mesure de l'Europe à travers la mode. Donc ça montre à quel point le vêtement, c'est pas juste du vêtement, mais c'est aussi des relations internationales, de la géopolitique, de la diplomatie. Enfin, voilà, donc globalement, le New Look. Voilà. Parce que c'est une révolution, va attirer aussi énormément de gens et donc ça va redynamiser Paris et l'Europe. Poupi, poupi. Et Et Cristobal Cristobal! Balenciaga, dis donc, ce bon vieux monsieur. Et oui, puisqu'après Christian, on a eu la montée de Cristobal Balenciaga. Il est d'origine espagnole, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Euh, il a été considéré, enfin surnommé comme le couturier des couturiers. Voilà comment on le nommait à l'époque. Mm. Euh, Très austère, conceptuel, euh, très architectural. Euh, Il va révolutionner les volumes et les formes. Exactement. En fait, il va vraiment faire comme Christian. En fait, il va tout couper. Il va dire, moi, je révolutionne tout, je refais tout à ma sauce et j'en ai rien à faire de ce que. Il va notamment proposer des robes tonneaux. Exactement, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Voilà. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait entendre, Voilà. Toutes les robes architecturales que vous voyez en haute couture chez Demna sont inspirées de ce que faisait Balenciaga, notamment avec ses fameuses robes tonneaux. Très Exactement. célèbres d'ailleurs. Autre personnage de l'époque, La Givenchy, hein. la Hubert, Moi. la Givenchy, qui incarne un petit peu l'élégance moderne à la française. Et les fameuses robes qu'on connaît notamment
De la Audrey Hepburn. à la Audrey Hepburn. Voilà, et avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui va changer, c'est que la haute couture n'est plus réservée à l'élite Ouais. parisienne. Avoir des maisons qui vont ouvrir ce qu'on va appeler des succursales à New York, Londres et Rome. Les modèles sont du coup copiés, adaptés et diffusés dans ces régions-là du monde. Ce qui fait que du coup, on a encore une fois une mode française qui se pérennise, qui a de l'influence, mais qui du coup est un peu plus diluée, puisque maintenant tout le monde peut la porter. Et d'ailleurs, elle est mainstreamisée, si je peux dire ça comme ça, puisqu'elle va apparaître dans les magazines, elle va apparaître au cinéma, sur les affiches, sur des covers, des machins, enfin bon, bref. Elle va apparaître en fait un peu partout, la haute couture, et ça va la rendre accessible aux yeux, en tout cas, de tout le monde. Exactement. Donc, grande importance de la mode parisienne et de la haute couture parisienne, qui du coup a une influence culturelle sur le monde entier. Du coup, cette période-là nous montre à quel point la haute couture, c'est à la fois un symbole de réussite, puisque c'est grâce à ça que la France a su s'en sortir, et c'est aussi plus personnellement dans la société pour les individus, un symbole de réussite sociale. Et que ça peut aussi être un outil d'émancipation, parce que justement on en parlait avec Chanel, Dior, Cristobal et Hubert, parce que c'est mes amis, que notamment la femme a pu s'émanciper de beaucoup de codes plus anciens, très marqués. Et ça précède énormément de mouvements de libération, la mode, et notamment de libération féminine. Et c'est encore une fois pour ça qu'aujourd'hui on aimerait que la mode se réveille, puisqu'elle précède pas grand chose là, elle ne suit pas non plus grand chose, elle est complètement perdue dans l'océan, on dirait l'Atlantide, on n'a toujours pas retrouvé la mode, on ne sait pas où elle s'est barrée. Un petit warning ici, si vous la trouvez, n'hésitez pas, contactez-nous. Et donc la mode a beaucoup permis aux femmes de se réinventer, de pouvoir s'exprimer, s'affirmer, et du coup la haute couture là dans le cas présent, tout en continuant à être un truc très exclusive, élitiste, voilà. Et t'en parlais tout à l'heure du fait de faire des hauts, des bas, on entre après les années 50 dans justement le bas du prêt-à-porter, avec beaucoup de défis pour la haute couture, notamment avec la crise des années 60-80. Alors, juste avant, oui, donc les années 60-80, alors juste un peu avant ces années-là, il faut savoir que les grandes maisons ont vendu en fait leurs croquis, ont vendu certains de leurs patrons, etc., à des petites entreprises, des petits machins, etc. Et donc on a commencé à voir quelques boutiques émerger de prêt-à-porter qui s'inspiraient oui, de la haute couture, avec des patrons de haute couture, mais en prêt-à-porter avec une certaine industrialisation du vêtement. Sachant que, attention, le prêt-à-porter s'institutionnalise qu'avec Pierre Cardin, puisque c'est lui qui, en premier, va développer une gamme de ce qu'on va appeler le prêt-à-porter. Donc, oui, dans les années 60, du coup, effectivement, la mode change de vitesse assez vertigineusement. Elle y va, quoi, elle est en... On a une démocratisation du prêt-à-porter. Exactement. C'est un bouleversement assez social, assez important. C'est ça, que ce soit à Londres, à Tokyo, à Milan ou à Paris, en fait. Parce que c'est le poumon, bien évidemment, c'est là-bas que va se démocratiser en premier lieu le prêt-à-porter. Tout explose, les couleurs, les coupes, les créateurs, les tissus aussi, puisque c'est à peu près à cette époque-là, 60-70, où on va voir apparaître le polyester. Et en France, d'ailleurs, on va avoir mai 68, alors j'ai un petit bond dans le temps, on va avoir mai 68 qui va être très important aussi, avec toutes les contestations de la hiérarchie, des hiérarchies anciennes, pardon, y compris celle du style. Là, donc, du coup, il y a une certitude qui s'effondre, c'est que la mode n'appartiendra plus à une élite à partir de ce moment. Jusque-là, la haute couture régnait sans partage sur la mode féminine. Elle en était l'unique propriétaire maîtresse. Mais l'arrivée du prêt-à-porter, des collections fabriquées en série à prix beaucoup plus abordable change véritablement la donne. Et là pour tout, parce que c'est l'arrivée justement de là. Il va y avoir des créateurs comme on en parlait, Saint Laurent,
Pierre Cardin, André Courrèges, qui vont proposer leur ligne de prêt-à-porter en rendant la mode chic beaucoup plus accessible à un plus large public. Donc là, c'est fini, hein, les pièces uniques, faites main, tout ce que vous voulez, c'est terminé. La haute couture existe encore. Oui. Mais ce qui va prendre en essor, c'est la nouveauté. Et donc, c'est le prêt-à-porter. Exactement. Et là, ça va s'élargir, c'est-à-dire que c'est plus à une élite très fortunée, c'est une élite fortunée. Et puis tu parlais du contexte social, on est dans un contexte qui est marqué par la libération des mœurs, la montée du féminisme, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Et les femmes veulent des vêtements politiques, modernes, faciles à porter. Et les robes contraignantes, hyper extravagantes de la haute couture deviennent complètement désuètes et sont complètement décalées par rapport à la réalité sociale de l'époque. Et donc, encore une fois, on vous montre à quel point le vêtement est véritablement fait de société et de politique. C'est-à-dire que les choses ont évolué et se sont transformées parce que socialement et politiquement, il y avait du changement dans les sociétés. La haute couture perd en puissance et en essor parce qu'elle n'a pas réussi à s'adapter, parce qu'elle n'a pas réussi à produire quelque chose à un moment où il y avait des changements politiques et sociaux importants. Donc on a un point de bascule essentiel pour la mode dans les années 60-70. Et c'est notamment, on le voit avec les avant-gardistes, avec tous ces couturiers-là, où effectivement on change complètement de rapport avec le vêtement. On va avoir une grande démocratisation de la mode à ce moment-là, parce qu'avant, même si c'est important pour la société, la mode, c'est important pour une certaine société, si je peux me permettre. On va avoir l'émergence des grands magasins, on va avoir la publicité de mode, on va avoir la télévision, la presse féminine. Et donc la mode acquiert un nouveau rythme que la haute couture ne peut pas suivre. Et d'ailleurs, les couturiers de haute couture, pour le coup, donc tous les grands noms qu'on connaît, ça a été vu d'un point de vue critique, hyper mal vu. On a un nombre de clients qui chute assez drastiquement du fait de l'émergence de ces nouveautés. Et on a des maisons qui ferment définitivement leurs portes et d'autres qui se reconvertissent. Dans les années 60, il n'y a plus qu'une poignée de maisons de haute couture. Et du coup, la haute couture va rentrer dans une crise un peu existentielle. C'est pour ça que je parlais de crise d'adolescence et tout. On est complètement en crise pour la mode et pour la haute couture parce qu'elle va devoir s'adapter, se diversifier, développer des stratégies pour pouvoir continuer à vivre. Et donc, on va avoir le lancement de lignes de prêt-à-porter de la part des maisons de couture. Donc, presque toutes les grandes maisons de haute couture vont lancer leur ready-to-wear. Donc, on a, tu parlais de Saint-Laurent Rive Gauche, Dior prêt-à-porter. Voilà, ils vont devoir tous s'adapter à ce changement social de consommation du vêtement. Et ça va devenir la principale source de revenus que le prêt-à-porter. C'est pour ça que c'est ce dont on entend le plus parler et ce qu'on voit le plus porter. Là où avant, ce qu'on voyait le plus porter, finalement, c'était la haute couture. C'est très étrange ce basculement. Et en même temps, parce que la haute couture coûtait moins cher qu'aujourd'hui. La haute couture reste le laboratoire créatif, on l'a souligné en début d'épisode, et le prêt-à-porter fait vivre la maison. Il va aussi beaucoup servir les maisons anciennement de couture et maintenant de prêt-à-porter, c'est les parfums. Les parfums, la cosmétique, tout ça, ça va être extrêmement important et utile aux maisons. Donc le numéro 5, l'opium de Saint-Laurent, le Miss Dior pour la Dior. Et ce qui va beaucoup faire vivre, c'est notamment ce qui est reproché à beaucoup de créateurs. Je pense à Alessandro Michele qui a été un peu écarté de Gucci parce qu'il ne créait pas de sacs tendance. Mais parce qu'en fait, on part du principe que c'est ce qui va faire vivre la maison que de faire vendre des accessoires comme les sacs. Parce que ça devient des symboles de la marque, ça permet de montrer le logo, de le porter, de le rendre public. On va avoir aussi ce qui va permettre aux maisons anciennement de couture de rebondir, ça va être l'importance de la visibilité médiatique qu'ils vont comprendre, puisque beaucoup dans cette époque-là, on va développer la pub. Cela, et c'est à ce moment-là que les célébrités vont devenir les ambassadeurs des maisons, là où avant c'était plutôt tout ce qui était les riches bourgeois, les princesses, les reines et compagnie.
Donc c'est dans les années 70-80 que les grands magazines pardon, délaissent les grandes robes, les grands machins, etc. De la haute couture et vont mettre plus de sportswear. En fait, le pouvoir symbolique change de camp d'un point de vue social. Mais faut pas oublier quand même que la haute couture, elle survit quand même. C'est-à-dire qu'elle reste là. Bien sûr. Elle ne meurt pas. C'est juste elle va Elle se modifie, elle se se transforme, modifier. elle s'adapte. Exactement. Parce que pour continuer à exister, il faut qu'elle se réinvente. Donc on va avoir plusieurs innovations, on va dire marquantes, si je peux dire ça comme ça. Où on va avoir l'innovation créative, en plus on parlait tout à l'heure avec la publicité et tout ça. Où les maisons vont vraiment miser sur l'expérimentation. Elles vont aller très loin dans les coupes, dans les volumes. On va avoir des laboratoires qui vont vraiment faire des expérimentations pour le coup, où les gens vont être plus dans une certaine admiration artistique que dans simplement voir un vêtement comme on peut le voir aujourd'hui, où on regarde juste quelque chose de beau. Là, on était vraiment dans une interprétation d'aller chercher quelque chose. Ouais, de rechercher dans l'histoire, Exactement. dans tout ce qui va être raconter quelque chose, mettre en avant des figures oubliées. Bah, notamment le dernier défilé de Galliano pour Margiela, où on a tous ces petits cris de Paris, ces petites figures délaissées, ces tréfonds de Paris qui ont été remis. En fait, on va fabriquer des images, on va fabriquer des fantasmes et des pièces d'exposition plus que des choses. Des vêtements du quotidien. Exact. On a une clientèle aussi qui va changer. Ah oui, totalement. Puisque la haute couture ne s'adresse plus aux aristocraties européennes, comme les princesses ou les familles royales, mais aussi à des stars pour pouvoir notamment qu'elles portent ces créations-là sur les tapis rouges. D'ailleurs, si vous posez la question de pourquoi est-ce que certaines pièces que vous voyez sur des tapis rouges, vous ne les voyez pas pendant les défilés, c'est parce que les maisons créent spécifiquement certaines pièces, mais sans forcément passer par un label haute couture. Et ce qui leur permet aussi de faire de la pub. Ouais. Bien évidemment. Et d'ailleurs, pour tous ces tapis rouges, tous ces machins, etc., on va appeler ça la robe diva. Et ça va littéralement être le symbole de la star états-unienne qui va se tapis rouge avec une robe. Ça va vraiment être un symbole. Et on le voit avec notamment ce qui apparaît par Rose Berry, c'est que les maisons vont faire en sorte de réemployer des symboles ou des coupes qu'ils utilisent en haute couture et les transvaser dans le prêt-à-porter pour pouvoir justement rendre accessible entre guillemets l'exclusivité du prêt-à-porter enfin l'exclusivité de la haute couture dans le prêt-à-porter. On va faire un petit bond dans le temps vite fait. C'est vrai que l'espace médiatique et culturel aujourd'hui au niveau de la mode, de la haute couture, aujourd'hui ça exerce un très grand pouvoir, notamment avec les stars. En fait, les défilés deviennent littéralement mondiaux aujourd'hui. Quand je pense notamment à la robe de Robert Woon, je sais pas si vous l'avez vu, un peu cosmique espace sur Anokiai, si je ne me trompe pas, qui a fait le tour du monde avec des millions, je crois même presque des milliards de vues sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment un engagement sur les réseaux sociaux qui est extrêmement important. Extrêmement important. C'est pour ça qu'on leur demande, s'il vous plaît, d'être un peu plus engagés. Merci, puisqu'ils peuvent faire des vues. Voilà. Et surtout quand elles sont portées par des grandes stars. Alors je parle pas des mannequins, parce que notre là il est venu pour rien, il est juste mannequin. Mais de la Zendada, de la Riri, surtout au 21e siècle, mais devient quand même aujourd'hui par rapport à avant quelque chose de narratif. Dans le sens où elle est censée permettre aux grandes marques de pouvoir raconter une histoire, de pouvoir raconter quelque chose, de pouvoir expliquer des choses. Et bien évidemment, la haute couture inspire énormément la fast fashion. Et au-delà de ça, la mode et la haute couture, du coup, on est sur la haute couture, doit faire ça à beaucoup de défis maintenant. On a le défi de la durabilité. Traditionnel et souvent critiqué pour son impact environnemental. Les maisons intègrent de plus en plus de pratiques responsables, notamment l'utilisation de matériaux recyclés ou durables,
la réduction des déchets, la valorisation du travail artisanal, s'oppose à la production de masse dont tu parlais. On a aussi les questions d'inclusivité et de diversité qui doivent être mises en place, parce que dans la haute couture, si vous regardez, à part des mannequins taille 34 et des personnes blanches, on voit pas grand-chose. Quoique, on a eu le défilé Galliano, qui, je suis désolée, a été un des seuls ces dernières années, en tout cas moi de ce que j'ai vu des défilés de Assez couture, inclusif. Ouais. à être quand même assez inclusif. Donc voilà, c'est des choses auxquelles elle doit s'interroger. La question de l'inclusivité, que ce soit des personnes non blanches, des personnes non cis, des personnes Non conforme, Voilà. enfin non conformes à la mode. Voilà. Et donc avoir une volonté de s'ouvrir. Et on a aussi tout ce qui va être les questions de la modernité, de la digitalisation de la mode, puisque la couture doit séduire une nouvelle génération qui est beaucoup plus connectée, qui est sensible aux enjeux sociaux. Donc, wake up! Enjeux sociaux, je répète au cas où les gens de la mode ne connaîtraient pas ce mot, enjeux sociaux. Donc voilà, les questions de la consommation aussi qui sont complètement différentes de l'époque où la haute couture est devenue pérenne. On a maintenant les défilés qui sont diffusés en direct, notamment par Vogue, par les marques directement. On a aussi les rediffusions sur YouTube. Les posts Instagram. Voilà, les posts Instagram, on a Vogue Runaway. Donc voilà, les maisons doivent proposer des contenus digitaux divertissants et saisissants pour pouvoir rester vivante sur le devant de la scène. Il y a des défis auxquels la mode doit penser, songer, s'interroger et sur lesquels elle doit continuer à travailler. Et c'est pour ça qu'on a démarré l'épisode en rappelant que cette semaine était assez décevante de ce point de vue-là. Parce qu'il y a Elle a ressuscité. voilà, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a rien qui a été produit. Globalement, j'ai pas vu tant de temps. C'est ça, vraiment qu'on essaye de vous faire comprendre parce que. En fait, la mode doit susciter des réactions. C'est ça. Là, il n'y a eu aucune réaction. Les gens étaient là en mode ah, c'est beau, c'est beau. Enfin, en fait, les seules critiques que j'ai vues, c'est ah, c'est beau. C'est tout. Et en fait, dans le prêt-à-peu, à la rigueur, bon, c'est chiant. On est d'accord. Mais en haute couture, ça fait chier, en fait. Que la seule réaction qu'on ait, c'est que ce soit beau. Parce que c'est pas le but du tout. Et, en tout cas, ça n'est plus. Ça n'est plus. Puisque on a eu une inversion du paradigme avec les années 60. Exactement. C'est que la mode de la haute couture n'est pas juste fait pour être portée. C'est un moment où on peut, au contraire, contester énormément de choses. Et c'est extrêmement décevant de voir que. Ils ont rien fait. Alors que, on est dans un monde qui est surtout en ce moment, extrêmement tendu, dans des contextes géopolitiques tendus, dans des contextes sociaux tendus. C'est le moment où la mode doit justement précéder, comme elle a pu le faire auparavant. Et t'as le créateur aussi. Ouais. Même eux, les créateurs, citez-moi des créateurs qui sont engagés, à part Michel Lamy et Dana. Mais là, on parle de haute couture. Oui. Et, Dana n'y est plus. Et Lamy n'y a jamais été. Oui. Mais oui. Bah, tu vois, on a Jeanne Friot qui a été engagée en prêt-à. Je sais pas ce qu'elle se fout là. Attention, Damna, petit message à toi si tu regardes cette vidéo. Ne me les amène pas chez Gucci. Sinon, je le tiens dans tes bureaux. C'est pour ça qu'on a ouvert cet épisode en parlant de nos déceptions. Parce que c'est un peu triste ce qui se passe et que l'objectif de ce podcast aussi, c'est d'informer les gens, de pouvoir réveiller les choses, de vous derrière vous donner des clés pour vous montrer qu'en fait, là où on pense que ça a toujours été comme ça, bah non. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Encore des choses. J'ai envoyé des petites anecdotes pour finir l'épisode un petit peu sur une note un peu plus joyeuse. Je vais vous donner des petites anecdotes. Alors, on en parlait derrière. Chaque robe de couture, il y a des dizaines d'artisans spécialisés. Donc, les brodeurs, les plumiers, les bottiers, les perruquiers. Et ces petites mains travaillent dans l'ombre, dans des ateliers minuscules cachés dans les étages à Paris. Et par exemple, l'atelier Le Sage possède plus de 75 000 échantillons de broderie dans ses archives. Donc c'est un véritable trésor secret où les créateurs viennent puiser leurs inspirations. On a des matériaux improbables avec cette maison qui n'hésite pas à innover. Notamment Schiaparelli qui, il me semble, avait créé une robe en porcelaine, si je dis pas de bêtises. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas le truc en porcelaine? Ben, je suis pas sûr. Je dis qu'il n'y a pas parce que ça paraît c'est logique. Je crois que c'est en prêt-à en plus. Bah, alors là, dernièrement, on a eu Egon Lab qui a fait un truc en céramique. En céramique, mais je crois qu'il y a eu un truc en. Le métier de plumassier qui a quasi disparu.
l'atelier Le Marié, par exemple, travaille encore la plume à la main sur certaines robes. Pitié. Faites avec des fausses plumes. J'ai arrêté de tuer les animaux. Mais c'est un savoir-faire qui est rare. Et donc, il n'existe que quelques plumassiers de haut niveau dans le monde. Et ils sont tous à Paris. Voilà. On espère que vous faites ça avec des fausses plumes. On le répète, nous ne sommes pas pour la maltraitance animale. N'est-ce pas Cardi B? Les maisons de couture possèdent des véritables coffres-forts. Comme je vous dis, des coffres-forts, ce n'est pas une blague, pour ranger des prototypes qui n'ont jamais été montrés. Et d'ailleurs, gardez à l'esprit que parfois, il y a des robes qui sont aujourd'hui montrées, mais qui ont été conceptualisées parce que c'est ressorti des archives. On a des tissus qui sont rares, des croquis qui n'ont pas été forcément acceptés par les directeurs des maisons, ou des pièces qui sont réalisées pour des clients anonymes. Enfin voilà, on a des coffres au trésor dans Paris où il y a des réserves secrètes. Mon rêve d'y aller, genre véritablement, ça serait ma maison là-bas, je pourrais dormir là-bas. Mais voilà, on a vraiment des réserves secrètes. C'est des trucs de fou, hein. Genre, Ouais. c'est pas des petits trucs en mode. On a aussi des petits rituels, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu ça. Dans certains ateliers, il y a des superstitions un peu. Chez Chanel, il paraît que les premières d'atelier glissent discrètement un fil rouge à l'intérieur des robes pour porter chance à la cliente. D'autres maisons ont pris l'habitude de ne jamais finir un ourlet avant le dernier essayage pour respecter la tradition du sur-mesure. Et on a certains codes cachés dans les créations. Donc certains créateurs glissent des messages secrets ou des symboles personnels dans leurs robes, une broderie, une initiale, faisant référence à des choses, type des souvenirs d'enfance, des muses, enfin voilà. Ces détails qui sont pas forcément visibles quand on regarde de loin, ils sont vraiment être de près. Des petites anecdotes comme ça pour les secrets de la couture, pour être un peu plus léger sur tout notre propos. Mais voilà, c'est un monde assez merveilleux et beau que celui de la haute couture. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à voir. C'est un travail très long. On salue encore une fois toutes les personnes qui travaillent dessus parce que c'est un travail extrêmement épuisant, que ce soit physiquement et mentalement. Mais on reste assez ferme sur l'idée que effectivement il faut se bouger. C'est juste plus possible et tolérable que plus rien ne soit fait et que la mode ne serve plus à rien à part être belle. On s'en fout en fait. Voilà, on a déjà les influenceurs, on n'a pas besoin d'avoir les défilés pour ça. On espère qu'on a réussi à faire un épisode intéressant. Je sais pas si on a bien tout expliqué. En vrai, je pense. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qu'on a forcément bien expliquées, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, on peut refaire un épisode dessus, il n'y a pas de souci, on peut réexpliquer des choses. Voilà, on a essayé de montrer l'histoire de la haute couture, son origine, qu'est-ce que c'est, et de montrer à quel point elle est liée à des phénomènes politiques et sociologiques, parce que c'est aussi l'intérêt de ce podcast et de cette chaîne. Je suis pour près de c'est bien parce que ça fait vraiment les influenceurs avec trop de Vraiment. Voilà, donc. l'épisode est fini. Oui. On espère que ça vous a plu. Ouais. N'hésitez pas à faire les petites YouTubades de d'habitude. On s'abonne, on commente, on like, on machin. On envoie à sa grand-mère. Elle sera hyper contente. Je suis sûr que votre grand-mère elle connaît Jeanne Lanvin. Dites-moi si votre grand-mère. Dites-nous dans les commentaires si votre grand-mère connaît Jeanne Lanvin. Voilà. En attendant, nous, on vous laisse. Ouais. On va préparer d'autres épisodes. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Et là, vous devez avoir un rhum. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et bah, sachez que notre monteur est roumain. D'accord.
Genre, mon Romain, je trouvais que ça faisait un truc. Je veux que tu gardes cette blague de vie. Je veux que tu gardes cette blague de vie.